passe le temps à suivre le protocole. C'est un mal pour un bien. Le 29 octobre 2022, j'ai sorti un court-métrage qui s'appelle Le Colis. Dans ce court-métrage, on suit deux personnages dans une voiture. C'est deux agents et ils sont en mission. L'intrigue, elle va tourner autour de leur discussion. Où est-ce qu'ils vont ? Quel est l'objectif de la mission ? Ou encore, qu'est-ce que c'est que le colis ? Si vous voulez avoir les réponses à ces questions, je vous conseille fortement d'aller voir le court-métrage. Et puis de toute façon, dans cette vidéo, je vais absolument tout spoiler, donc si vous l'avez pas vu, ça va vous gâcher la surprise. Allez le voir, il dure 12 minutes et le lien est en description. Aujourd'hui, moi j'ai envie de déconstruire le projet, j'ai envie de vous raconter le processus de l'écriture jusqu'à la sortie, et ça va passer par plusieurs étapes. Je vais vous parler de la genèse du projet, de l'équipe avec qui j'ai travaillé, du matériel qu'on a utilisé, de la préparation, du jour où on a tourné, de la post-production et de la communication. Il y a beaucoup à dire, donc autant y aller tout de suite. Plan séquence dans ma rétine, te raconter mon film, voilà le triste but de Céline. D'où ça part, c'est quoi, qu'est-ce qui vous est Que ce soit dans le pro ou dans le privé, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup pour les autres. Et courant 2020, je me suis dit que j'aimerais bien avoir mon propre projet en fait, un truc qui serait rien qu'à moi. À la toute base, je voulais écrire une histoire flippante en voiture. Et je vais vous dire un truc, j'aime trop rouler la nuit sur des petites routes sinueuses sans aucune lumière. En fait, j'aime trop l'ambiance que ça dégage. T'es dans ta voiture, y a pas de lumière. Si t'arrive une merde, t'es tout seul. Je trouvais que cette situation, c'était un bon point de départ pour poser une ambiance oppressante dans une histoire. Bref, un soir, j'arrive pas à dormir. Je prends mon PC, je lance un logiciel qui s'appelle Kit Scénariste et je commence à écrire une histoire. L'histoire, c'est 3 gars, ils rentrent le soir d'un mariage, sur les 3, il y a 2 potes du marié et le petit frère du marié sur la banquette arrière. Les 2 gars devant, je les imagine avoir entre 20 et 30 ans, le petit frère derrière, il a entre 10 et 15. À un moment, le gars sur le siège passager demande à son pote de s'arrêter pour aller pisser. Donc bon, le gars s'arrête, il se met sur le bas-côté, je vous rappelle, on est sur une route de nuit, il y a des arbres sur les côtés, il n'y a pas de lumière. Le gars sort, il va pisser, et donc il se met devant la voiture, et on voit les phares qui l'éclairent. À un moment, le gars qui est dans la voiture éteint les phares pour lui faire une vanne, genre je te laisse dans le noir tout seul, sauf qu'en rallumant les phares, le pote n'est plus là. Donc là, il y a un grand moment de silence dans la voiture, jusqu'à ce que rien du tout en fait, parce que à ce moment-là, ce que j'imaginais, c'était un jumpscare très classique, où le gars revient et tape très fort à la fenêtre pour faire peur aux 2 qui sont restés dans la bagnole. Bref. Le gars retourne dans la voiture, tout le monde rigole, l'ambiance est détendue. Ils reprennent la route, sauf qu'au bout d'un moment, ils vont voir une forme immobile sur la route qui est allongée. À ce moment-là, ils savent pas trop quoi faire. D'un côté, personne n'a envie de sortir de la voiture pour aller voir parce que tout le monde flippe, mais en même temps, il y a un individu qui est sur la route et faut bien l'aider quoi. Donc, après réflexion, ils auraient décidé d'envoyer le petit frère pour aller voir, donc on aurait suivi justement avec la caméra le petit frère qui sort de la voiture et qui s'approche de l'individu. Et à ce moment-là, quand le petit est au plus proche de l'individu se serait levé, l'aurait attrapé, des silhouettes seraient sorties de la forêt, et pris de panique, les 2 dans la voiture seraient partis en laissant le petit tout seul. Cette histoire-là, je l'aimais bien, il y avait un truc qui se dégageait du script, mais je trouvais quand même que c'était trop cliché. C'était déjà vu dans tous les films d'horreur, le coup du faux jumpscare avec les phares, le gars qui revient taper à la fenêtre, c'est un peu le jumpscare goût vanille quoi, il manque un peu d'épices. Il y a autre chose qui me gênait. Je trouvais pas vraiment de bonne raison de faire sortir le petit de la voiture. L'obstacle sur la route et le débat moral que ça emmène, c'était bien, mais c'était exactement le même procédé que dans ce court-métrage qui s'appelle Whiteout de la chaîne YouTube Alter. C'est d'ailleurs ce court-métrage qui m'a beaucoup inspiré pour la mise en scène et j'avais pas envie de lui voler son idée. Petite pause pour vous dire que là, je vais commencer à spoiler méchamment. Donc si vous avez toujours pas vu le colis, allez-y, le lien est en description, il dure 11 minutes. C'est bon ? Allez, j'y vais. Du coup, j'ai tout changé. J'ai gardé l'idée d'avoir un enfant sur la plage arrière, j'ai eu l'idée de changer les 2 potes et les remplacer par les 2 agents d'une sorte d'organisation un petit peu mystérieuse, et c'est là que tout le reste a découlé. Ça a débloqué une super justification pour laisser l'enfant tout seul dans la forêt à la fin. Les 2 gars, ils doivent livrer l'enfant à un groupe, et c'est leur mission, donc ils doivent juste le faire. Je le fais pour tous les 2. La mission nous a été confiée. Ne pas la mener à bout, c'est trahir le bureau. Et trahir le bureau, c'est... Ça a aussi débloqué un vrai thème de fond, le gros dilemme du film. Un des personnages est complètement soumis à sa hiérarchie, alors que l'autre il est un peu plus hésitant. Il remet en question toute la morale de la chose. J'avais trouvé mon thème, mes personnages, le scénario je l'avais écrit, j'avais même un storyboard pour montrer mes intentions de réalisation. Il me restait plus qu'à trouver 2 acteurs quoi. Et alors les 2 compères là, qui sont à côté, tu te sens comment par rapport à tout ça? Je veux dire, Monsieur Benin par exemple, est-ce qu'on ressent du stress? Les 2 personnages de mon histoire sont des agents qui travaillent pour une organisation type FBI, CIA. L'agent C, C comme conducteur, et l'agent E, E pour agent d'échange.
J'aime bien l'idée que les agents aient des noms durant leur mission qui se limitent à leur rôle. On a choisi le nom de l'organisation un peu plus tard dans le processus. Au début, on disait juste le bureau. Après, il y a eu plein de noms qui ont été proposés, j'allais partir sur Bureau mondial des agents exécutants, et mon pote Youssef, il m'a dit bon, garde juste Bureau mondial des agents, BMA. Pour le rôle de l'agent C, il me fallait un jeune, un gars qui travaille au bureau depuis quelques années, je l'imaginais peut-être marié avec un enfant. Dès le début, j'imaginais mon pote Yonan dans le rôle. On avait déjà bossé ensemble sur quelques projets et je savais qu'il pouvait assurer. Et puis surtout, il avait le permis et il conduisait depuis longtemps. Et ça, c'est super important, on y reviendra. L'agent E, lui, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. C'est un ancien du bureau, il est complètement soumis à sa hiérarchie, il est procédurier, il respecte les ordres, c'est un robot. Quelqu'un de très sérieux, très strict. Du coup, je suis allé chercher un humoriste, Nico Dinito. De mon passage, ma femme est enceinte. Enfin, c'est même plus Baby Shark, là c'est les dents de la mer là que je vais mettre. Bon, en vrai il est pas qu'humoriste, il est aussi prof de théâtre et acteur. Je l'avais vu au cinéma de mes yeux dans l'épisode 3 de la série Quelque part en ville, écrite, produite et réalisée par Yassine Rarbaoui. 260, c'est ça? Oui. J'ai que des billets de 50, mais vu que t'as l'air gentil, tiens 300. Dis donc les jeunes, vous devez avoir un joli petit stock de choses intéressantes. Si vous en avez d'autres à proposer... Oui, vous cherchez quoi exactement? Eh bien vous savez, ce type d'objet, un peu amusant. Ah bah alors ça, pour s'amuser, on a des amis à dîner ce soir, mais on va se régaler. Starfall. Excellent. Quand je l'ai vu dans cette scène, je me suis dit qu'il serait top pour ce rôle. J'ai aussi fait intervenir mon pote Youssef Djabi. Avec Youssef, on avait déjà bossé sur pas mal de ses projets, comme par exemple sa série Lien, la bande-annonce et l'interview d'un faux film qui s'appelle La Baleine, et plein d'autres trucs qui sortiront, je l'espère, jamais. Sa chaîne est en description et vous pouvez aller voir tout ça si vous voulez. Au moment où j'enregistre, on vient juste de sortir un court-métrage qui s'appelle Tous Ensemble, c'est une sorte de parodie d'émission télé, vous pouvez aller voir ça, hein, c'est vraiment sur sa chaîne, c'est son dernier projet en date. Puisque vous venez d'Algérie. Oui. C'est ça. Oui. Et vous êtes fier d'être en France? Je suis très fier d'être en France. Voilà. J'avais besoin de Youssef parce qu'il a fait de l'acting, il a même dirigé, réalisé et joué dans sa propre série. Le tout en même temps. Je l'ai déjà vu diriger des acteurs et je savais qu'il pourrait traduire mes intentions quand ce serait nécessaire et les conseiller sur leur jeu. Il a vraiment ce truc pour faire comprendre ce qu'il cherche aux gens. Ce truc d'enseignement, de pédagogie. Il se met à leur place, à leur niveau. C'est le premier à avoir lu le scénario du colis. On avait corrigé l'orthographe et certaines tournures de phrases ensemble avant de le montrer à qui que ce soit. Yonan a accepté avec plaisir, Nico a accepté quand il a vu le script, Youssef il était chaud patate, le projet allait se faire et fallait que je commence à penser sérieusement à la réalisation et au matériel que j'allais devoir utiliser. C'est une petite plante que nous avait notre régisseur du Maroc. C'est dingue ce que ça assoiffe cette petite du désert. Je sais. Pour la réal, ce qui était sûr c'est que je voulais tourner le film en plan séquence, de nuit, dans une voiture, et rien que ça sous-entend plein de choses niveau préparation. Mais d'abord c'est quoi un plan séquence ? Un plan séquence, c'est quand on filme une action longue sans aucune coupure. En fait, ce que je trouve super intéressant quand je vois un plan séquence, c'est que l'histoire des personnages avance à la même vitesse que le temps du monde réel de la réalité véritable. C'est super utile quand on veut faire monter la tension ou poser une atmosphère pesante. Des plans séquences, vous en avez sûrement déjà vu dans plein de films ou séries, comme par exemple dans Old Boy, avec sa scène de baston dans un couloir, Daredevil saison 1 et sa scène de baston dans un couloir, Daredevil saison 2 et sa scène de baston dans un couloir. Bref, il y en a aussi un très impressionnant dans Kidding. Dans la saison 2 de Mr. Robot, il y a carrément un épisode complet en plan séquence. Wait, what? Help me figure this out. Do not leave me. Stay focused. Mr. Robot, c'est vraiment trop bien Mr. Robot. Quand vous allez finir cette vidéo, vous irez acheter la version Blu-ray intégrale de Mr. Robot parce que Mr. Robot est la meilleure série. Et pour aller plus loin, on a Birdman et 1917 qui sont carrément des films entiers en plan séquence. Le colis que les deux agents doivent livrer, c'est un enfant. Je voulais mettre le spectateur à la place de cet enfant sans qu'il ne s'en rende compte. Lui, tout comme l'enfant, ne comprend pas pourquoi il est là, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, les deux agents parlent de sujets qui ont l'air très graves et très sérieux, qui les ont chamboulés, et donc ça fout une ambiance de merde dans la voiture. Je voulais que chaque silence soit pesant. Que la route semble infinie et se répéter en boucle. Je voulais utiliser le plan séquence pour mettre le spectateur dans un réel mal-être. C'est aussi pour ça qu'on a tourné la nuit. C'est tout de suite plus oppressant, n'importe quoi peut se cacher au-delà de la lumière des phares. Le décor ça aide beaucoup. J'ai voulu filmer une route déserte et sinueuse avec des rangées d'arbres des deux côtés.
Ça fait comme une sorte de mur sombre, je voulais vraiment qu'on se sente enfermé non seulement dans la voiture, mais aussi dans le décor extérieur. Comme s'il n'y avait vraiment aucune issue. Pour ça, j'ai rôdé un petit peu en voiture autour de Lyon pour chercher des routes qui allaient faire l'affaire. Mais c'est pas si facile de trouver des routes qui sont assez longues, praticables et avec un endroit pour s'arrêter pour la scène finale. Et puis je me suis souvenu qu'un jour, en revenant de Chambéry par la route nationale de nuit, j'étais tombé sur des routes qui correspondaient exactement à ce que je cherchais. Je savais à peu près où c'était, donc un soir, à peu près vers 23h, avec Baz et Engal, on a pris ma bagnole et on est parti en repérage vers Chambéry. Non, dans la voiture. En fait, tout le court-métrage, il va se passer de ce point de vue-là, en fait. Du point de vue entre les deux. Enfin, de là, en gros, grosso modo. Okay, d'accord. Ça veut dire que si le gars il se retourne, tu vas voir sa tête comme ça, là. Ouais, exactement. Mais en gros, ouais, ils parlent, ils sont dos à la caméra. Il y a juste, parfois, ils vont se retourner. Je leur dis, retourne-toi, Engal, pour voir. Après, bon, la caméra, elle sera un peu plus loin et... faudra que je vois au niveau matériel qu'est-ce qu'il me faut exactement, tu vois, faudra faire des tests. Ce sera cette vague-là ? Ce sera cette vague, je pense, ouais. On a trouvé la route parfaite. Ce qui était trop bien avec cette route, c'est qu'on avait un village juste à côté avec un parking éclairé. Donc entre les scènes, on allait éventuellement pouvoir se mettre ici. En plus, l'endroit où on allait devoir s'arrêter pour filmer la deuxième moitié du court-métrage, c'était carrément une sorte de parking. On serait hors de la route et donc en sécurité. C'était idéal comme endroit pour imaginer un point de rendez-vous secret en pleine nuit. On a filmé quelques vidéos tests et j'ai validé cette route comme étant le lieu définitif de tournage. Pour habiller les deux agents, c'était costume noir, cravate, chemise blanche. L'inspiration, c'est clairement Men in Black ou X-Files. L'agent C, je le voulais sans sa veste, juste en chemise, et sa cravate un petit peu détachée, un peu plus à l'aise que l'agent E. Parce que l'agent E, lui, c'était veste, cravate serrée, rien que dans leur façon de porter le costume, je voulais qu'on puisse voir transparaître leur personnalité. Au final, on s'est rendu compte en faisant des tests que l'agent E était trop sombre avec sa veste noire, et qu'il ressortait pas assez à l'image par rapport à l'agent C. On n'aimait pas trop le rendu, du coup on a choisi un entre-deux. L'agent E serait en chemise, mais il prendrait sa veste au moment de sortir pour faire l'échange. Pour la deuxième partie, j'avais besoin de faire revenir l'agent E avec une enveloppe et une sorte de signature d'un groupe nommé le groupe G64. Je voulais vraiment faire signer l'enveloppe avec de la cire au début pour faire comme une sorte de sceau officiel, et puis je me suis dit que pour faire un peu plus mystérieux, j'allais faire signer la lettre avec du sang, et au final ça a donné ça. Pour comprendre comment on en est arrivé là, je dois vous expliquer d'abord le cheminement de pensée de ce que pouvait être le groupe G64. Pour moi, dans les histoires d'horreur, moins t'en montres, moins t'en dis, mieux c'est. Tout simplement parce que c'est le spectateur qui va lui-même faire les connexions et imaginer les pires choses. Je voulais quand même orienter le spectateur sur une piste. Je voulais pas que tout le monde s'imagine que le bureau échangeait un enfant avec un groupe de méchants contre une rançon, ou ce genre de scénario très banal. Mais en même temps, je voulais pas non plus donner une réponse précise et lever le voile sur le mystère. J'ai donc imaginé ce que pouvait être le groupe G64, et scénarisé en fonction de ma vision, sans donner de réponse exacte par les dialogues ou la mise en scène. Comme ça, tout le monde peut s'imaginer les pires choses derrière ces bruits de pas qu'on entend à la fin. Pour être tout à fait honnête, là j'ai le texte sous les yeux et en fait j'étais censé vous dire à ce moment-là qu'est-ce qu'était le groupe G64 selon moi, mais en réalité, en y réfléchissant bien, je pense que je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce qu'en fait, je préfère quand même, malgré tout, laisser ce voile de mystère et vous laisser, comme je disais avant, imaginer les pires choses. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le script, quand l'agent E éclaire l'enveloppe, à la base, il était censé dire « c'est signé de leur sang, on peut procéder à l'échange ». C'est signé de leur sang. On peut procéder à l'échange. Mais je sais pas trop pourquoi. Un jour, Nico m'a dit qu'il préférait juste dire « on peut procéder à l'échange ». Et j'ai accepté. Avec le recul, c'était un mauvais choix. J'aurais dû laisser cette phrase parce qu'elle est importante en vrai. En tant que spectateur, vous deviez avoir l'information que cette signature, elle était faite de sang sur l'enveloppe. C'était une information primordiale. Ceci étant dit, sur Insta, j'avais fait une communication avant la sortie du film, et parmi certains posts, il y avait des réponses sur ce qu'était le groupe G64. Je vous laisse aller voir, c'est encore disponible. Ah ouais, et il y a aussi ce teaser que j'avais monté pour rigoler. En vrai, je l'ai jamais terminé, mais il a un petit charme et ça me fait marrer. Du coup, je vous le montre. Sérieusement, faut vraiment que t'arrêtes de me prendre pour un bleu, Marc. Première mission ensemble, on monte à plus de 4 ans quand même. Comment tu m'as appelé? Si tu connais si bien le protocole, respecte-le. Article 1er, alinéa 4. Je sais que nous devons vouer une confiance aveugle au bureau. Irréprochable. Une confiance irréprochable au bureau et aux ordres de mission. Mais sérieusement, ça... Il faut oublier la P14. Ce qu'on a fait à l'époque, c'était un mal pour un bien. Ce soir, c'est pareil. C'est un mal pour un bien.
faire en sorte d'avoir cette révélation sur l'enveloppe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des enveloppes cartonnées, j'ai acheté un pot d'encre invisible, et j'ai juste eu à mettre un petit peu d'encre invisible sur l'enveloppe cartonnée. Du coup, l'enveloppe paraît complètement normale, et quand l'agent E l'éclaire avec une lampe UV, à ce moment-là, on a la révélation. Bon, si on résume, j'étais rodé sur les costumes, sur le cadre, sur les accessoires, mais il fallait encore filmer tout ça. Pour filmer, le plan à la base, c'était de me mettre dans le coffre et de tenir la caméra sur un monopode pour ressentir les secousses de la route. Youssef allait venir avec nous le jour du tournage, donc il allait s'asseoir derrière le siège conducteur, parce que je savais que j'allais avoir besoin de filmer vers la droite quand l'agent E sort l'enfant de la voiture. Et un jour, Youssef il est arrivé et il m'a dit c'est pas mieux si tu te mets assis derrière Yonan et que moi j'aille dans le coffre plutôt? Ah ouais, pas con Youssef. Pas con parce que c'est une putain d'idée. En fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les mouvements de la caméra. J'ai carrément pu m'avancer et me reculer, ce qui était pas du tout prévu et ce qui était un petit peu improvisé sur le tournage. Je n'aurais jamais pu faire ce genre de mouvement en étant dans le coffre. Au passage, gros respect à Youssef, parce qu'il est resté dans le coffre pendant toute la soirée, il se concentrait sur le jeu d'acteur, ce qui me permettait de me concentrer uniquement sur le cadrage et le son, et puis surtout, pendant les tournages tests, on s'est rendu compte que la voiture était pas assez éclairée à l'intérieur, donc il nous a fallu mettre une lumière sur le plafonnier, j'avais rien pour la fixer, donc on a fait en sorte de bricoler un petit système avec un trépied et une perche qui tient la lumière. Et c'est Youssef qui stabilisait tout ce système pour que ça puisse marcher. La réalité derrière... Youssef dans le coffre, ingé lumière. Pour la postérité, hein. Parlons un peu du matériel qu'on a utilisé. Le projet a été filmé au Sony A7S III avec un objectif 16-35, toujours réglé sur 16 mm pour pouvoir cadrer les deux acteurs du mieux que je pouvais avec le faible recul que j'avais, tout en gardant une focale aussi proche possible d'une vision humaine. Cette gamme d'appareils, elle est réputée pour être ultra efficace quand on filme dans un environnement avec très peu de lumière, ce qui était notre cas. Regardez ce que ça donnait quand je faisais des tests avec mon Canon 80D pendant les repérages, l'image elle rendait pas du tout pareil. Tourner au Sony A7S III, ça m'a aussi permis de filmer en 4K, ce qui était rassurant parce que si besoin, j'aurais pu rogner dans l'image et sortir la vidéo en 2K sur YouTube sans perdre en qualité. Finalement, on n'a pas eu besoin de rogner et j'ai pu sortir le projet en 4K comme je le souhaitais à la base. Voilà pour l'image. Mais le plus important dans une vidéo, ça reste le son. Pour la captation du son, je savais que je pourrais pas placer des micros dans la voiture car je filmais tout l'avant. J'ai donc utilisé deux micro-rods wireless, c'est des micro-cravates qui sont connectés à un enregistreur que je peux directement brancher sur ma caméra. J'en ai mis un par personnage en faisant bien attention à ce que le micro ne frotte pas contre la ceinture ou la chemise. Tiens, c'est le tien. On s'en fout, Ça, vous pouvez mettre ouais, genre sur la cravate ou sur l'intérieur de la chemise, genre entre deux boutons de la chemise proche de vous. Si vous pouvez faire une ou deux lignes de dialogue juste en, en parlant un peu fort. Ok. Tu roules trop vite. Le protocole stipule que pour une mission classée A d'échange, l'agent conducteur se doit de respecter les limitations de vitesse indiquées par le dispositif interne du véhicule. En post-production, j'ai pu mélanger les pistes pour homogénéiser les voix. Les micro-cravates, c'était trop bien parce qu'on les voyait pas à la caméra et qui captaient bien tous les sons de voiture, comme par exemple le passage des vitesses ou le bruit du moteur. Agent E. Si tu connais si bien le protocole, respecte-le. Allez frérot, on y retourne. Pour la préparation, on est tombé d'accord avec l'équipe pour répéter les lundis soirs. Nico est président d'une association de danse à Dessines, c'est la salle Providence et on a eu la chance de pouvoir répéter là-bas. Tous les lundis soirs, on y allait pour bosser. On a commencé par beaucoup de discussions autour des personnages, qui ils sont, c'est quoi leur caractère, qu'est-ce que c'était que le bureau mondial des agents, etc. etc. J'ai pu exprimer ma vision sur tout ça et ils ont même étoffé en y apportant la leur. Les motos, c'est carré, y a pas. Toi, t'es en mode, voilà, vraiment, ton personnage, c'est genre. Il est là pour faire son taf. Il fait son taf de 8h à 18h, il rentre chez lui et il se met des séries policières. Tu vois ce que je veux dire? Il fait vraiment, il est là pour faire son taf. Toi, t'as plus de remise en question. Mais il y a aussi le fait que t'es là pour faire ton taf, mais en même temps, au fond de toi, tu sais, et c'est un peu ce qui ressort à la fin, c'est que tu sais que de toute façon, t'as pas d'autre possibilité. C'est manger ou être mangé, si tu veux. Ouais. Surtout quand t'es monté dans la voiture, quoi. T'aurais pu, à l'époque, une fois que t'es dans l'entreprise, tu peux plus, c'est mort. C'est pour ça qu'il y a le bail, ils ont déjà fait la mission B14 et tout, accident diplomatique, en gros, il a déjà fait des dingueries, tu vois. Ils ont déjà fait des dingueries, c'est ça. C'est dans ce sens-là, je te disais, ouais, arme sélective, tu vois, des ok, d'accord, ouais. En mode là, il y a eu 40 000 personnes qui sont mortes, nucléaire, je sais pas quoi, maintenant, là, pour un enfant, tu fais des manières, tu vois, des léos, quoi. Ouais, c'est comme ça. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ouais, ça peut être plus dans ce sens-là, tu vois. Là, c'est intéressant, ouais, de ouf.
On a commencé par faire ce qu'on appelle des lectures à l'italienne. Yonan et Nico lisaient le texte sans mettre d'intention, juste pour commencer à l'apprendre et pour voir si c'était fluide. Tu roules trop vite. Le protocole stipule que pour une mission classée B, l'agent conducteur se doit de respecter les limitations de vitesse indiquées par le dispositif interne du véhicule. On apportait des corrections au scénario au fur et à mesure, on est parti de la version 1 et on a terminé avec la version 7. Petit à petit, Nico et Yonan ont appris le texte, ils ont commencé à se l'approprier. C'est sa façon d'extérioriser, genre. Exactement. Il faut travailler en bureau, même d'entrée de jeu, tu roules trop vite. Le protocole stipule que pour une mission des gens classés A, on le sait, on a fait plein de missions classées A. Mais je pense que il est plus dans le petit, il est plus dans chercher la route, machin, donc tu lui répètes. Ouais, ils sont en mode robot en fait. Là, ils ont enlevé leur âme. âme. En mode robot, en fait, exactement. Ouais, parce que lui, il a enlevé son âme, et lui, en fait, il peut pas. Mais c'est pour ça qu'il roule trop vite. C'est pour ça que. En fait, lui, il est en train de cogiter. Dans sa tête, il est en train de se dire attends, là, je suis vraiment en train de faire En ça. fait, ils ont deux façons d'extérioriser leur truc. Exactement. C'est que moi, je fais ce qu'on a suivi. Si c'est ma théorie qui conduit, je roule à 50. En campagne, 53, si pour là, 53, je fais tout. Je me dire, je suis au travail, je suis un militaire. Regarde pas ce qui se passe. Oui, c'est un militaire. Et toi en fait, t'es un militaire, si je te coupe, t'es un militaire. Et là, ce qu'on fait, c'est bien, parce que j'allais venir. Là, je sais pas si vous l'avez commencé à faire, mais si j'ai bien compris, toi, tu remets en cause l'ordre établi. Mais ça fait combien de temps que t'es rentré dans le truc? Ça fait moins longtemps que Nico. Mais c'est quand même un agent, c'est-à-dire qu'il est déjà là. Ouais, mais genre, il a 40 ans, tu vois. Genre, lui, ça fait 15 ans. Au moins 4 ans. Ça fait au moins là. Moi, je remets en cause la mission. Même 10 ans. Mais moi, 30. C'est voilà, ça. c'est comme ça. C'est pas un du tout. C'est pas le taf et tout. Justement, j'allais vous dire, le plus important, je trouve, là, c'est que vous construisiez vos personnages par rapport à leur passif et surtout leurs intentions. Tu vois. Parce que toi, t'es militaire, ok, je l'ai compris. Lui, il est militaire, il répète tout bien par cœur et tout. Mais pourquoi, à un moment, il y a des moments où t'es vraiment corporate, tu vois, tu pourrais vendre ta famille pour le truc. Et d'un autre côté, tu te fais rattraper par ta morale, ta culpabilité. Donc pourquoi? Pourquoi? Parce que la mission, c'est moi son thermomètre en gros. Ouais, voilà. Non, mais en fait, pour moi, c'est parce que c'est un enfant en fait. Ouais. Tu vois, et vu que cette mission-là, eh ben, je suis bipolaire, ça. Je suis un peu bipolaire sur ce truc-là. En fait, c'est ça. C'est en fait, si Nico, si Marc, l'agent E, il avait. Ouais, tu vois, je sais ce qu'il y a de vrai. En gros, quelque part, je suis d'accord avec lui. Sauf que, ils vont nous fumer nous, ils vont fumer nos familles, ils vont fumer tout le monde. Donc, ferme ta gueule et on fait le truc. Exactement. Ce que je veux dire. En gros, c'est ça, exactement. Sauf que. Donc, c'est soit lui, soit tout ce qu'on a nous. Ouais, donc, ça va être soit lui, soit nous. Voilà, soit lui, mais soit nous et tout le monde, parce que c'est une entreprise de fou. Ça, c'est ce qu'il a au fond de lui. D'accord. Et par-dessus cette couche-là, il y a le protocole, il y a ne pas rouler au-dessus machin, il y a tout ce que. Parce que la voiture elle est sûrement poussée, ça, il nous entend. En plus, ça, potentiellement, la voiture est poussée, on peut pas dire. Il nous entend, peut-être, toi, il contrôle tout. Je pense que je peux te résumer en un mot. C'est que t'as peur. Ouais. Aussi. Oui, bien sûr. Mais ce là, la big pression sur lui, c'est qu'il est bientôt à la retraite. Là, s'il échoue maintenant, tout ce qu'il a construit depuis des années, il y a tout qui s'en va. En fait, tu peux pas échouer. Parce que si on échoue, on se barre en Argentine, dans la Pampa, il faut qu'on le retrouve en fait. Il va nous brûler. Il va nous brûler. Il y a pas, en fait, je sais qu'il faut pas échouer. Et toi, t'es en train de me faire comprendre que t'as envie qu'on nique cette mission. Mais toi, t'as pas compris tout ce que j'ai vu moi. J'ai vu des gens se faire fumer leur grand-mère. Exactement, ouais. Et toi, t'as pas tout vu en fait. Mais toi, ce que je veux dire. En fait, non. Et Yonan, pour moi, c'est plus dur. Même lui. Non, mais Yonan, pour moi, il sait en fait. Il est au courant. C'est juste là. C'est juste trop en fait. En fait, c'est pour ça, c'est une morale variable. Ouais, et il croit peut-être que c'est juste trop, et il pense au fond de lui qu'il y a peut-être une autre situation. Et moi, je sais qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On a fait la P14, ils vont nous retrouver de toute façon. On le fourgue, il fait exactement. Tu vois, Nico fut un temps. Il a peut-être même tenu le même discours. Mais sûrement. C'est pour ça qu'il a la bouteille et qu'il fait son truc et qu'il fait allez, maintenant tu suis le protocole. Et d'un côté, bah oui, il lui dit oui. Oui, je sais ce qui s'est passé. Oui, je sais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais on n'a pas le choix. Voilà. Et des fois, ça va comme ça. Voilà. Il est dans la conscience, mais ça déborde plus vite que Nico parce que bah, il y a moins de. C'est ça, c'est une gestion des émotions. Genre. Exactement. C'est les calculs c'est différent. Yonan, sa façon de se dire à lui, c'est putain, vas-y, moralement, je peux pas m'avouer moi-même que ce passage est livré. Il faut que je dise. Tu sais, moi, je peux pas garder ça pour moi, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'on a tous de se dire. Vas-y, je vais essayer d'aborder cette solution-là. Comme ça, au moins, même si on le livre à la fin, et ben je l'ai abordé. C'est ce qu'il dit, quoi. Il fait ce que t'as. Exactement. Il lui dit clairement, il lui dit, en gros,
c'est toi l'agent conducteur, c'est toi l'agent échangeur, moi je suis conducteur, on remet pas cette responsabilité sur moi. C'est ça. Tu vois, Lui, il doit avoir sa conscience. D'accord, Si un jour il est jugé devant le Tout-Puissant, ouais, mais je lui avais dit. Je lui avais dit. Tu vois, moi j'avais eu. Moi, je lui avais dit. S'il m'avait suivi, j'ai fait, mais bah, on aurait peut-être fait autre chose. Donc c'est comme ça, je lui avais dit, c'est pas plus. Moi, je devais que conduire. C'est pas se Non, dédouaner. moi je l'ai compris en mode, je te l'avais dit. Ouais, Ok. Non, en gros, non, toi, t'as la part de responsabilité. T'es dans la mission, bien t'es sûr. ton rôle. Tu vas faire De fou. D'accord. Mais ton but, c'est de faire un peu moins de cauchemars. Ta dépression, faut qu'elle dure un peu moins longtemps. C'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez vu Breaking Bad? Ouais. Ton personnage me fait penser au lieu. Lequel? De Gustavo Frings. Le bras droit de Gustavo Frings. Ah oui. Ah ouais, bah oui. Bah oui, c'est lui. Il explique. Mike. C'est un côté Mike en fait. Bah oui, c'est Mike. Bah Mike, il est comme ça, Mike, il s'en bat les couilles, c'est pour ses enfants, enfin c'est pour sa petite fille. Ouais, il s'en bat les couilles, il tue des gens, il... Ouais, le taf, c'est le taf. Il y a cette perte, c'est pareil, mine de rien. On a fait une bonne dizaine de répétitions dans la salle de danse, et une fois que le texte était bien rentré, on a pu passer aux répétitions dans la voiture. Pour le projet, on allait devoir utiliser la mienne, et Yonan allait devoir la conduire de nuit sur des routes sinueuses, tout en étant dans son personnage, en répétant son texte, et en interagissant avec Nico. C'est un travail monstre, et j'ai tenu à le préparer au mieux. On a eu l'occasion une fois d'aller faire une répète en journée, juste tous les deux. Ça a permis à Yonan de prendre en main ma voiture et de tester la conduite tout en répétant. Ce jour-là, c'est moi qui lui donnais la réplique, et à ce moment-là, j'étais un peu un membre du bureau, moi aussi. L'info après la P14. Le monde a changé depuis la P14. Mais c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui c'est pareil, c'est un mal pour un bien. Vas-y, regarde derrière. Vas-y, regarde. Quelques jours plus tard, on a tourné pour la première fois de nuit dans la voiture et on a tous senti une différence de ouf dans le jeu. Il y a tout de suite une ambiance qui s'est posée, c'est tout con hein, mais de passer d'une salle de danse à un vrai décor, ça met tout de suite les acteurs dans l'ambiance. En plus, en conduisant, il y a des silences naturels qui accompagnent la conduite qu'on peut difficilement simuler sans voiture. 200 mètres après le fait du stop à véhicule sur la droite, c'est là, il nous attend. T'es sûr? Oui, c'est juste là, je reconnais. Non, je veux dire, t'es sûr qu'on procède à l'échange? Arrête de remettre en cause le bureau. À partir de maintenant, je procède à l'échange, tu es l'agent conducteur. Je suis l'agent conducteur, tu procèdes à l'échange. Putain, c'était presque bien. Ouais, il manquait juste celle-là. Eh oui. Mais t'es parfaite la réplique. C'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Mais en fait, c'est facile de jouer en voiture en vrai, non? Je pense que cette répète-là, elle nous a tous fait comprendre l'ampleur que pouvait prendre le projet, et on avait tous hâte de passer aux répétitions en conditions réelles sur la vraie route à Chambéry. Des répétitions en voiture comme celle-là, on en a fait 2 autres après celle-ci. On allait rouler sur les petites routes à l'est de Lyon. On a principalement travaillé sur toute la première partie du court-métrage, jusqu'au moment où l'agent E sort de la voiture. Pour la suite, la partie où l'agent E va dans la forêt, récupère l'enveloppe, revient, on a répété la chorégraphie pour être sûr et certain qu'on se comprenait. Comme ça. Je pose. Je prends la main. Je prends la main. Tu prends la main de la main Droite. là, voilà. Et je pars devant. À partir de là, et que moi je fais comme ça. Voilà. Mais pour vraiment que les acteurs puissent travailler correctement, ils allaient avoir besoin d'être sur la vraie route du tournage. En parallèle, moi de mon côté, je préparais un petit peu la partie communication. J'ai fait appel à ma pote Sarah Khaled pour qu'elle puisse m'aider sur la partie réseaux sociaux. Je lui ai dit que j'allais faire un plan de communication et qu'on allait voir ça ensemble après le tournage. Elle m'a envoyé un document Excel à remplir. Ce classeur Excel, il a été ultra utile parce qu'il m'a permis de lister les teasers dont j'aurais besoin. C'est des teasers vidéo, ce qui veut dire qu'ils doivent être faits sur les lieux du tournage. Et donc, penser à l'avance. J'ai aussi fait intervenir mon pote Malik, aka Dark Manix. Lui, il est calé en dessin, et je lui ai demandé de faire le design des créatures du groupe G64. On a fait un appel de 1h30 sur Discord, où je lui ai expliqué le concept. Ok, du coup, l'idée, c'est que je suis sur un projet en ce moment. Yes. Qui s'appelle le colis. Quoi? Non, je sais pas, je rigole. Continue, désolé. Je lui ai envoyé des photos de référence pour lui montrer un petit peu ce que j'avais en tête. Tu sais, genre les sketchs un peu de Cara Design. Ah, ok. En mode vraiment portrait robot, les gens ils l'ont dessiné de mémoire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre comme si quelqu'un l'avait vu, genre un random l'avait vu, il s'était fait interroger par le bureau, et enfin par l'organisation, et ouais, du coup quelqu'un l'avait redessiné, et genre dans les archives, on sait que cette race existe, tu vois. Ouais. Mais faut qu'ils aient l'air menaçants. On sait que cette race existe, mais on n'en sait pas trop, on sait pas trop sur eux, tu vois, c'est... On sait qu'ils existent, il y en a quelques personnes ont pu voir à peu près, les entrevoir, échanger avec eux, mais c'est assez rare quoi. Ok. Tu vois.
Genre ils sont décrits par Yonan dans le scénar comme c'est des choses, tu vois, il dit pas des humains, il dit pas des extraterrestres, il dit comment on peut livrer ça à ces choses, tu vois. Ok. Faut que c'est vraiment le côté un peu monstre humanoïde, translucide, qui vit la nuit dans une forêt cachée de tous, et qui sont intelligents. Ça fait peut-être beaucoup. Non, tranquille. Justement, moi j'ai pas mal de petites idées. De fil en aiguille, on est arrivé au résultat final qu'on voit dans certains posts Insta et aussi dans le générique de fin. On tourne. En réalité, on a découpé le tournage en 2 jours. Avec l'équipe, on s'était mis d'accord pour aller 2 vendredis de suite sur la vraie route. Un seul jour, j'étais persuadé que ça nous suffirait pas. La première fois qu'on y est allé, c'était pour que je puisse leur montrer le lieu de tournage, donc le lieu où l'agent C allait devoir s'arrêter à la fin, définir un point de départ, donc l'endroit d'où on partirait à chaque fois. Pour faire ça, on est parti du point d'arrivée, et on a fait une répétition en roulant pour voir jusqu'où on allait. Au final, on a eu grave de la chance, parce que la répétition s'est terminée à un endroit où il y avait un carrefour, on pouvait donc facilement faire demi-tour, et il y avait un petit emplacement sur le bas-côté pour pouvoir se préparer avant de lancer une prise. Donc là-dessus, on a été grave chanceux. Oh, fais flipper. Je roule vraiment trop vite. Ouais, et puis il faut dire merci, là, je t'ai bu le café, ça fait bientôt 10 minutes, là. Ah, my bad. Pour ça, j'accélère un peu, je me suis dit comme ça, tu me dis que on fait demi-tour. On sait même pas comment il va finir. Ralentis et stoppe les véhicules, là. C'est ici, je reconnais l'endroit. T'es sûr de toi? Stoppe le véhicule, c'est là, allez. Non, je veux dire, t'es sûr qu'on procède à l'échange? Arrête de remettre en doute le bureau. À partir de maintenant, je procède à l'échange et tu conduis. Je prends le relais et tu es l'agent conducteur. C'est la seule chose à faire. Et on descend. Donc ça serait juste avant là. Ouais, je pense que ce sera un peu plus Ouais. J'ai l'impression quand même que c'était un peu plus long que d'habitude. Pour l'occasion, j'avais loué un Sony A7S II. C'est le modèle juste en dessous du Sony A7S III qu'on allait avoir la semaine d'après, le jour du tournage. On allait profiter de la soirée pour tester l'éclairage dans la voiture et surtout, filmer les 4 teasers que j'avais préparés grâce au tableau Excel dont je parlais juste avant. T'imagines là, il y a un loup, il saute dessus, il le mange comme ça. J'hésite à rester, en gros, tu vois la lumière d'un coup, t'imagines, gros? On en a aussi profité pour faire plein de photos, ça nous a pris toute la nuit, on a eu une galère à base de batterie complètement vide à cause du froid, et on a dû faire une rotation de batterie toutes les 20 minutes. On est rentré à Lyon vers 6h du matin, on était tous claqués, mais on avait pu voir ce que ça donnait en vrai, et on était prêts pour le tournage, et c'était top. Le dimanche juste après, j'ai monté la vidéo avec tous les rushs qu'on avait fait pour pouvoir la montrer à l'équipe le lundi suivant, et tout le monde a pu voir une version proche de ce qu'allait être le résultat final. Malik était là aussi ce jour-là, on a pu voir ce que ça donnait, et ça a aidé à encore mieux comprendre le projet. Et tu racontes n'importe quoi. Oh putain, Attends, Chavi dit quoi? C'est la première fois qu'il me fait ça. Chavi dit quoi, gros? Après la phrase. Tu racontes n'importe quoi. Là, tu pars en cacahuète. T'as collé, pélo. Le vendredi suivant, c'était le jour du vrai tournage. On est parti à 4, donc les 2 acteurs, Yonan, Nico, Youssef et moi. Cette fois-ci, j'avais donc loué l'A7S III, le Sony A7S III. J'ai ajouté à cela un écran retour pour pouvoir mieux cadrer, une cage pour pouvoir protéger l'appareil, et surtout, plein de batteries et une deuxième carte mémoire. Je voulais surtout pas être en rade ce jour-là. Le tout était monté sur un monopode que je tenais à 2 mains. Pour le coup, j'aurais pu utiliser un stabilisateur au Ronin, j'aurais eu un rendu beaucoup plus lisse, mais justement, je voulais pas que ce soit lisse. Je voulais pouvoir ressentir les petites secousses de la voiture, les mouvements dans les virages, et contrôler ça un peu plus manuellement. L'image est moins parfaite, mais c'est cohérent quand tu comprends que tu vois tout du point de vue de l'enfant. Comme la semaine d'avant, on avait pris le temps de faire toutes les photos et tourner tous les teasers, cette fois-ci, on a pu passer presque 5 heures à se concentrer uniquement sur le tournage, avec quand même une petite pause au milieu. C'est bon? C'est bon. Je suis à l'écran? Alors bonsoir tout le monde. Si vous avez un enfant de trop, un enfant que vous n'aimez pas, vous pouvez le refourguer à l'agence la nôtre. Nous l'offrons à des monstres pour pas cher, derrière les bois comme ça. On a fait 9 prises pour la première partie, c'est-à-dire du départ jusqu'à ce que l'agent E sorte l'enfant de la voiture.
et 5 prises de la deuxième partie, donc toute la fin à partir du moment où il le traîne en dehors de la voiture jusqu'au moment où la voiture s'en va. Parce que oui, en réalité, je vous ai menti, on n'est pas sur un vrai plan séquence. Je profite d'un écran noir au moment où l'agent E sort l'enfant de la voiture pour faire un cut presque invisible. Regardez, c'est juste à ce moment-là. Bah oui, en réalité, je pouvais pas sortir de la voiture et cadrer correctement en même temps, ça aurait été une galère. En plus, pour la deuxième partie, je devais placer les micro-cravates différemment pour pouvoir capter les bruits de pas et détacher mon monopode pour pouvoir prendre la caméra à la main avec la poignée de la cage. D'ailleurs, pour le son de manière générale, Yonan a son micro au niveau de la chemise pendant toute la vidéo, et Nico aussi. Au moment où Nico sort pour aller chercher l'enveloppe, Nico doit enlever son micro, parce qu'on a remarqué qu'il se voyait beaucoup à travers le pare-brise quand il revenait, il le remet juste avant de rentrer dans la voiture. Non, elle est bien, vraiment, celle-là, elle fait vraiment Je pense que celle-là, en tout cas, elle était cool, elle était cool. On repart vers la voiture ou pas? Allez, en tout cas, celle-là, quoi. On peut dire que c'est une première série. Ouais, exactement. Merci. T'avais le micro dans la main quand tu l'as enlevé? T'as enlevé le micro Je l'ai mis dans la poche. quand t'es ressorti la deuxième fois? Oui. Ok. Pour aller derrière. Ok. Alors elle est bonne, mais à l'avenir, faudra quand même faire gaffe. Le micro, faudra que tu le poses dans le... Faudra que tu le... quand tu reviens, parce que je le vois, là c'est pas grave, je pourrais le... Si jamais celle-là c'est la bonne, en gros, je peux le flouter image par image, c'est pas grave. Ah mais quand je reviens de là-bas? Ouais, ah non, parce que- je l'ai jamais, je l'ai toujours accroché. Ouais, bah du coup justement, faut penser à l'enlever. Limite, tu peux même le laisser sur ton siège quand... Ah mais là, ouais, mais sauf que j'ai peur de mal le remettre quand je reviens dans la voiture. Hein. C'est moins grave, je pense. Que quand je vais lui dire après, on peut procéder et tout? Ouais. C'est pas grave, Parce que quand je suis revenu, t'as vu une lumière bleue. Ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est pas très grave parce que je peux la cacher. Parce qu'on me voit revenir de ouf. Ouais, on te voit revenir. D'ailleurs, et même là, on te voit en fait, malheureusement, on te voit. Juste à côté. Oui, c'est vraiment juste à côté. On me voit quoi? Puis il l'enlève à nouveau quand il sort de la voiture pour récupérer le gamin derrière. Dans le rendu final, je profite de ce temps pour filmer la réaction de Yonan qui se retourne. On a terminé de tout filmer à 5h du mat, comme la semaine dernière. On avait au moins 2 bonnes prises pour la partie 1 et 2 bonnes prises pour la partie 2. Nico, il fait pub. Ouais. Mon cul, il fait pub. Ouais. Let's go. On écoute dans la bagnole du rap des années 2005, Cynic. J'ai laissé quelques jours passer avant d'attaquer la post-prod. J'avais juste regardé les bonnes prises pour voir ce que ça donnait. D'ailleurs, on avait filmé dans un format qui s'appelle le XAVCS 4K, en 4:2 10 bits. C'est un format tellement lourd que VLC et Windows Media Player n'arrivent même pas à lire les vidéos. J'ai dû les passer dans Adobe Premiere Pro et refaire un export plus léger pour que ce soit visionnable. En même temps, si vous voulez un ordre d'idée, un rush de 10 minutes pèse 10 gigaoctets. C'est quand même super lourd par rapport à ce que j'avais l'habitude de traiter avec mon Canon 80D. D'ailleurs, pour pouvoir bosser sur le montage, j'ai été obligé de faire des proxys. Sinon, mon PC allait juste pas tenir le choc. Un proxy, si vous voulez, c'est une vidéo en qualité toute pourrie que le logiciel va lire à la place de la grosse vidéo quand on fait le montage. Et quand vous exportez, il exporte la vraie vidéo par contre. Sur le Sony A7S III, il y a une option qui permet d'enregistrer des proxys en même temps que vous filmez. Je le savais pas à l'époque et maintenant je le sais. Ça m'aurait fait gagner vachement de temps en post-production. Mais comme c'était la première fois que j'utilisais le Sony A7S III, je connaissais pas du tout les menus ni les réglages, donc j'ai préféré me concentrer uniquement sur les réglages essentiels. Pour me préparer, j'avais regardé plein de vidéos YouTube avec les réglages essentiels et je m'étais noté les timecodes des réglages les plus importants à faire. Et dans la voiture, sur le chemin, pendant que Nico conduisait, j'ai réglé l'appareil. Mais bref, là je suis en train de m'égarer, revenons sur la post-prod. Je savais que le montage ça allait être facile. Vu que c'est un plan séquence, j'ai quasiment pas de coupe à faire. L'enjeu, ça a été de travailler sur l'ambiance sonore, les bruitages, et surtout, faire en sorte que le cut caché soit invisible, ou presque. Pour le côté son, au début je voulais pas mettre de musique d'ambiance, parce que c'était pas cohérent pour moi qu'on entende une musique qui est extra-diégétique, c'est-à-dire qui n'a pas de raison d'être dans la scène. Ce qu'on a fait à l'époque, c'était un mal pour un bien. Ce soir, c'est pareil. C'est un mal pour un bien. Au final, en voyant le résultat et en testant, je me suis rendu compte qu'une musique d'ambiance, c'est discret et ça met un petit peu la pression. Donc, finalement, je l'ai laissé. Ce qu'on a fait à l'époque, c'était un mal pour un bien. Ce soir, c'est pareil.
c'est un mal pour un bien. Il y a aussi une version où j'avais rajouté des battements de cœur de l'enfant qui s'accéléraient au fur et à mesure. J'avais envie qu'ils soient inaudibles à la première écoute, qu'on les entende uniquement à la fin, mais qu'une fois qu'on les a entendus, quand on revoit le court-métrage, on les entend depuis le début. Bon ok, là j'avoue, j'abuse un petit peu, c'est vraiment très dur à faire, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas gardé cette idée. Je suis pas assez calé en son pour pouvoir faire quelque chose d'aussi propre. Au niveau des bruitages, j'avais pas grand chose à faire. Les micro-cravates, comme je vous l'ai dit, ils ont super bien capté le son de la voiture, les petits bruits de frottement, les passages de vitesse, etc. J'ai juste eu à prendre le son du clic quand on enlève une ceinture, et le bruit de la ceinture qui se rembobine. J'ai téléchargé des bruits d'enfants qui pleurent, qui respirent fort, et je les ai ajoutés à la fin. Ça, à la base, c'était même pas prévu dans le scénario. On devait même pas entendre l'enfant. Cette idée-là, elle m'est venue au montage. Je trouve que ça accentue encore plus le sentiment de peur et de solitude. Quand j'ai montré la version 1 à l'équipe, ils s'y attendaient pas du tout et ils ont tous été surpris, ça a marché sur eux, donc on a décidé de le garder. C'est que la même changement, c'est que la fin, ça en fait t'as une bonne pression d'un coup sur la fin. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. En fait, le truc, c'est que t'as une montée de pression et tu t'attends à un scary jump, ça. Enfin, tu te dis peut-être. Ah, un jumpscare de. En mode ça va se retourner et là ça. Mais on l'attend des fois. Ouais, tu t'attends. Tu l'attends, ouais, t'es quand même dans l'attente d'un. Ah ouais, ça fait. Ça va arriver, ok. Ouais, non, ça arrive jamais. J'ai passé beaucoup de temps à mixer les niveaux de volume de toute la fin du film. Je voulais qu'on entende les monstres s'approcher petit à petit de l'enfant, d'abord des bruits de pas dans l'herbe, puis sur le gravier, puis des respirations de plus en plus fortes à droite et à gauche, au fur et à mesure que la voiture s'en allait et que l'écran devenait noir. Waouh. Eh ben, je peux vous dire que moi qui étais là à l'avant-première, il y avait une de ces ambiances. Pour conclure, c'était un projet de fou. Un immense merci à Yonan, à Nicolas, oui le vrai nom de Nico c'est Nicolas, et à Youssef qui se sont grave impliqués sur le projet. T'es devenu un mème officiel. C'est quoi les mèmes? Ça fait 1 an et demi. Ouais, des mèmes de Lyon, les mèmes de Tarasque, Là, les ce mèmes qu'il vient de... de faire, c'est un mème. En fait, un mème, c'est un moment iconique, tu peux en faire grave des détournements. C'est un moment. Tu peux mettre plein de phrases. C'est un détournement. Ouais. Si tu veux, ouais. Voilà. C'est une base de détournement. Par Ouais, exemple, c'est une image et tu changes les phrases, tu changes les mots, machin, et tu gardes la phase. J'ai tout fait pour qu'on travaille dans les meilleures conditions et l'équipe a apprécié et me l'ont rendu au centuple. Donc merci beaucoup. Maintenant l'objectif c'est de pousser le film, de le montrer à un maximum de gens parce qu'on est fiers et que ça mérite d'être vu. Aujourd'hui encore, je l'inscris régulièrement à des festivals et je suis en train de voir avec une plateforme de streaming qui s'appelle Sofa VOD pour pouvoir le publier dessus. Alors, petite pause, c'est Bill du montage. Au moment où j'enregistrais la voix off, j'étais en train de discuter avec Sofa VOD pour la diffusion, mais en fait entre temps ça s'est vraiment fait. Et du coup, le film va être disponible sur leur plateforme à partir du 14 août. Donc c'est trop bien. De mon côté, après avoir filmé avec l'A7S III, c'était très dur de repasser sur mon Canon 80D. Du coup, j'ai acheté un Sony A7 IV. Je l'ai depuis 1 an et c'est un vrai plaisir de travailler avec. Si jamais vous avez envie de voir ce que j'en fais, il y a mes réseaux sociaux en description, je parle de mes projets dessus. Si vous avez toujours pas vu le colis, je sais pas ce que vous foutez là, allez voir le colis. Même si maintenant que vous avez vu cette vidéo, ça nique un peu la magie du truc. Mais bon, allez voir le colis. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette vidéo. Merci au libre. De mon côté, moi, je pense que j'ai tout dit. Ciao. Première mission remonte à presque plus de 4 ans, Marc. De où? Gros zoom sur la tête. Mais t'es déjà là. Ouais. Et là, il y a un rire. Tu sais, là, il y a un rire enregistré. H. H, c'était pizza. Je regarde tous les midis, faut savoir. J'en suis à la fin de la saison 2. C'est incroyable. Non, c'est incroyable.
C'était ouf. C'était ouf.